Bonjour, bonjour, je suis Hervé Cristol à Clermont Métropole et je vais donc vous présenter le plugin QGIS qui nous permet de gérer notre base adresse locale. Donc, voici notre architecture. Donc, à Clermont Métropole, on est sur des solutions assez classiques QGIS, PostGIS avec Postgre 12. On utilise un peu de QGIS Server aussi, du QFill, du MapProxy et on a même un peu de QGIS Web Client. On a une convention avec nos 21 communes membres donc de la métropole pour saisir les adresses. On reçoit leurs documents par mail et en fait les adresses sont saisies en interne au SIG dans le plugin QGIS. Et depuis peu, on publie nos adresses en open data, donc conformément à la base adresse localisée qui a maintenant une norme de publication. Donc c'est sur DataGouv qu'on publie, après c'est moissonné et ça se retrouve bien dans chez tous les prestataires qui veulent accéder à la base adresse nationale. Donc je vais présenter maintenant le plugin en lui-même. Donc je reviendrai un peu sur la structure tout à l'heure. Donc le plugin en lui-même pour vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc on a nos adresses. Donc le plugin il a été développé en interne chez nous. Alors on l'a pas publié on l'a pas publié sur GitHub ou autre parce que c'était vraiment un développement interne. Bon, ceci dit, si une autre collectivité était intéressée, on pourrait communiquer nos sources et ça doit pouvoir s'adapter assez facilement. Donc, là, c'est le plugin, c'est ce qu'il y a en bas à gauche. Donc, je peux sélectionner des voix. Donc là, il y a nos voix avec les numéros, les adresses qui apparaissent en bleu. Donc, tout ça, ça a été développé en Python pour un petit peu compléter les outils d'adresse de saisie standard de QGIS. En fait, on avait besoin d'un plugin un peu plus spécialisé. Donc, les voix, elles sont composées de tronçons de voix. Voilà, ça c'est une voie est composée de différents tronçons. C'est du graphe, donc il y a des nœuds de graphe. Hein. Si je m'amuse à déplacer un bout un nœud du graphe, en fait, le reste des voies suivent. Donc ça, dans PostGIS, on a des triggers qui permettent de maintenir la cohérence du graphe de voix. Et puis on a des numéros de voix qui sont associés donc à nos voix. Donc sur ces 4 onglets, alors là je vais faire un petit exemple de saisie. Donc ce qui est pratique dans QGIS, c'est qu'on a, là je fais apparaître un plan de géomètre qui nous a été transmis par une commune. Donc là peux faire apparaître la photo aérienne si je zoome, mais le plan qui nous a été fourni par la commune peut se géoréférencer sur notre fond de plan. Et donc après, on se rend compte qu'on a un petit bout de voie à saisir. Donc là, si je reviens sur mes voies et mes tronçons, en fait, il faut que je fasse partir une voie qui débouche sur cette voie-là. Donc je vais saisir un tronçon. Je vais d'abord saisir un nœud de graphe, en fait, parce à cet endroit-là, en fait, on a un nœud de graphe. Donc là, ce qui est intéressant, ce que je vais vous montrer comme fonctionnalité, c'est qu'on peut découper le tronçon. Donc là, si je reviens sur mon tronçon, il a été découpé en deux. Vous voyez, il y en a un, juste par le fait de saisir un nœud sur cet axe. Donc toujours là encore, c'est des triggers en base de données qui déclenchent cette découpe-là. Et puis après, donc, je saisis un autre nœud pour faire l'arrivée de ma voie. Et puis je saisis mon tronçon entre les deux. Donc là, voilà, j'ai saisi un petit bout de ma voie. Je peux très bien déplacer la voie comme ça si je veux éditer mon tronçon pour corriger le positionnement. Alors le souci là par contre, enfin c'est pas un souci, mais c'est que du coup, par défaut, le tronçon que j'ai créé, il est sur la même voie que la voie sur laquelle il débouchait. Si je voulais créer une autre voie, en fait, je peux le faire là. Je vais l'appeler je crois que c'est la rue des Lavandes.
Donc je l'appelle la rue des Lavandes. Hein. Après, j'ai différents attributs. Hop, je lui mets un identifiant de voie et je crée une nouvelle voie. Voilà. Et du coup, après cette voie-là, je peux la mettre en relation avec le tronçon que j'ai créé. Donc la voie, elle peut être affectée à un tronçon à gauche ou à droite. Hein. Sur les voies qui sont multicommunales, hein, qui séparent deux communes, on est obligé de faire le distinguo entre la voie gauche et la voie droite. Bon là, j'ai mis la voie des Lavandes. Donc là, j'ai ma rue des Lavandes. Et puis après, je vais pouvoir créer les numéros qui sont en relation avec cette voie. Donc je repasse sur l'onglet numéros et je saisis un numéro. Alors je saisis le numéro 1, par exemple. Donc là, hop, je mets le numéro 1 et je l'affecte à la voie sélectionnée. Voilà, le numéro 1 est affecté à la voie sélectionnée. Et après, ce que je peux faire, en fait, c'est il y a un incrément du numéro à chaque création, ce qui fait qu'après tous les autres numéros, le 3 par exemple, il va s'incrémenter. Voilà, de 2. Donc comme ça, il y a une façon assez rapide de saisir, etc. Donc là, j'ai créé mes numéros en relation avec la voie. Et toujours, hein, en sélectionnant la voie, on voit qu'ils apparaissent en bleuté. Après, je peux les déplacer, etc. Je peux aussi ça, c'est une nouveauté de la base adresse localisée. En fait, c'est que dans la norme, on peut dire que le numéro est certifié par la commune. Donc, je peux cocher la case certifiée par la commune. Et là, j'ai mis une représentation dans QGIS pour que les numéros certifiés par la commune puissent bien ressortir en vert. Voilà, je l'ai fait un par un, mais je pourrais les faire par lot hein, si je voulais. Voilà. Ce qui fait qu'après, voilà, en quelques clics, on peut saisir nos numérotations de voies. Alors, là où on va un petit peu plus loin aussi, c'est qu'on contrôle ces numéros-là. On peut les publier en open data. Alors, on ne les publie pas en open data directement depuis QGIS, on pourrait. Il faut générer un CSV à la norme BAL. Donc, il y a les attributs déjà dans nos tables. Simplement, en fait, on utilise pour le moment un outil propriétaire FME hein, qui est quand même pas mal utilisé pour exporter les données. Donc, on a un projet qui exporte en CSV pour des raisons historiques et des raisons pratiques. C'est vrai que le FME est bien ficelé. On pourrait tout à fait générer ça aussi en Python. Ça pourrait être une évolution du plugin pour vraiment pouvoir tout faire dans QGIS. Sachant qu'il y a aussi une possibilité d'utiliser une API pour publier directement dans la base adresse nationale, à laquelle on n'a pas encore tout à fait accès à parenthèse, mais pour publier directement par des requêtes web nos modifications dans la base adresse. Donc ça pourrait être aussi intégré dans le plugin à l'avenir. Pour le moment, l'export en CSV fonctionne bien. Alors par contre, ce qu'on peut faire dans QGIS, il y a ces différentes représentations. Il y a l'intérêt, ce que j'ai montré, l'intérêt d'avoir des plans géoréférencés. Et il y a un autre intérêt aussi, c'est de faire des contrôles de ce qu'on a saisi. Parce qu'en fait, nous, on saisit dans le service SIG, mais il y a quand même la ville de Clermont-Ferrand qui a un opérateur en saisie qui saisit lui aussi. Et puis, on a des adresses qui arrivent un peu, qu'on a récupérées aussi de la BAN. Donc, bref, il y a tout un contrôle d'adresses qu'on peut faire. Et typiquement, en fait, nous, on passe des requêtes de contrôle. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un plugin aussi qu'on a fait qui s'appelle un plugin pour partager des requêtes. C'est celui qui est ici. En fait, je vais vous montrer l'intérêt. Donc, c'est des requêtes des requêtes en base de données qui sont accessibles à tout le monde, qu'on partage avec nos utilisateurs. Donc, il y en a dans différents domaines. Là, ce que je vais vous montrer, c'est sur les voies. Et en fait, par exemple, on a une requête qui permet de voir quels sont les numéros qui sont loin de leur voie. Alors, qu'est-ce que c'est que ces numéros loin de leur voie? J'ouvre et en fait, c'est une requête qui va me chercher tous les numéros qui sont à plus de 700 mètres de leur voie de rattachement. Ça permet de détecter assez facilement des erreurs de saisie. Là, si je lance cette requête, il me détecte par exemple le numéro 6. Donc, est ici. Alors, on se demande ce que c'est ce numéro 6. Et en fait, il est loin de sa voie. C'est l'avenue Jules Ferry. Donc, on a aussi un outil de requête qui permet de se localiser sur les voies,
qui se trouve ici. Donc si je regarde l'avenue Jules Ferry sur Cournon, voilà. Donc notre numéro elle est loin. Notre numéro de voie en erreur, c'est celui qui correspond à la croix rouge. Et la voie Jules Ferry, c'est là. Donc là, typiquement, c'est une erreur de saisie. Donc rien ne m'empêche, après, une fois que j'ai fait ça, que j'ai repéré cette erreur, de supprimer ce numéro de voie. Alors l'intérêt de cette requête-là, en fait, c'est qu'elle est codée en base de données. Donc là, je vous montre la requête. Donc les numéros de loin de leur voie, en fait, le plugin pour passer ces requêtes partagées, en fait, eh ben, c'est juste une requête SQL qui s'applique en base. On peut paramétrer la distance à la voie. Donc c'est une requête SQL, mais dans laquelle on a rajouté un peu des tags pour pouvoir ajouter nos paramètres. Et le plugin, il suffit d'écrire cette requête-là. Et le plugin va tout simplement reprendre cette requête et la faire tourner en base avec le paramètre qu'on aura mis dans la boîte de dialogue et la lancer. Et en fait, quand on veut rajouter des requêtes, il suffit juste de créer des fichiers SQL comme ça avec ces paramétrages possibles. Les requêtes, elles sont sauvegardées, donc ça peut être du shape. Là, on peut sauvegarder en plus le résultat de notre requête en shape. Et l'autre intérêt aussi du plugin, c'est qu'on peut associer à ce nom de fichier-là, qui est un fichier donc SQL, administration numéro de loin de leur voie.sql, on peut rajouter aussi un fichier qui s'appellera administration numéro de loin de leur voie.qml, qui correspond tout simplement à un fichier de symbologie QGIS. Donc c'est pour ça que ma requête, quand je l'ai exécutée, en fait, j'avais cette représentation, cette croix rouge, parce que j'ai défini un fichier QML dans lequel je veux que les numéros trouvés apparaissent en point rouge, mais on peut avoir des requêtes, des affichages beaucoup plus sophistiqués avec toute la symbologie de QGIS qui directement s'affiche. Voilà. Alors ce plugin, on l'a pas mis, c'est pareil, on l'a pas partagé en open data parce que clairement on n'a pas forcément le temps de le mettre sur le dépôt QGIS. En tout cas, par contre, il y a celui-là, il y a un dépôt GitHub sur lequel on peut le télécharger. Donc c'est là où vous avez l'adresse là. Et il s'appelle Shared SQL Queries. Alors je l'avais un peu mis en anglais parce que au départ je voulais le publier sur le dépôt QGIS, puis bon, j'ai pas pris le temps de le faire. Et à la Clermont Métropole, on n'a pas forcément la politique de diffuser forcément tout ce qu'on fait en open source. Hein, donc, c'est aussi à ce niveau-là qu'il faut pouvoir se dégager du temps. Mais bref, je l'ai au moins publié sur GitHub, donc avec quelques exemples de requêtes qu'on peut passer et quelques explications, quoi. Voilà. Alors, si je reviens sur mon petit PowerPoint. Donc, pour revenir un peu, maintenant que je vais montrer le plugin, je reviens un peu sur le détail. Bon, le modèle de données, hein, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a des axes, des voies et des numéros qui sont en relation les uns avec les autres. Je reviens pas là-dessus. Sur le fonctionnement du plugin, donc on écrit directement en base. Hein, on n'utilise pas les outils standards de saisie de QGIS. On peut rajouter, alors quand on a dû rajouter des nouveaux attributs liés à la balle, par exemple la certification de la commune, en fait c'est assez facile, on n'a pas besoin de redévelopper beaucoup de code parce que le code est assez générique, donc il suffit de rajouter un attribut en base de données, de faire sa correspondance dans la boîte de dialogue et il n'y a pas de code à refaire. Pour le réseau de graphes de voix, en fait, on a utilisé au départ pgRouting pour l'initialiser. Et puis après, on a des triggers pour gérer les nœuds de graphes pour que ça se recolle bien, en fait. Après, on ne fait pas vraiment de calcul d'itinéraire dessus. Ce n'est pas un réseau orienté. On a aussi des triggers spécifiques à la balle pour mettre à jour l'identifiant balle, parce que l'identifiant balle, il est constitué du numéro de voix et du numéro de voie et de l'identifiant de la voie, je veux dire, au sens du cadastre. Alors, ce qu'on a aussi pour le contrôle, ouais, on a le contrôle exhaustif des parcelles, ça je ne l'ai pas montré. Hop. On a aussi, donc ça c'est
on profite des facilités d'édition de QGIS. On a des couches de carroyage pour contrôler. Donc, ce qui est en vert, c'est les couches sur lesquelles on a recontrôlé des numéros. Et en rouge, c'est ce qui reste à contrôler. Donc là, j'avais ma requête sur les numéros loin de leur voie. Il y en a pas mal là, parce que j'ai pris exprès un exemple de la base de données avant qu'on fasse les nettoyages. En fait, depuis, sur la base de prod, on a ces numéros de voie loin de leur voie qui ont été corrigés. C'est un exemple de, en fait, on a plusieurs requêtes comme ça qui permettent de détecter des erreurs de saisie. Voilà. Voilà. Ouais, on utilise aussi le plugin Street View des fois pour contrôler les numéros de voie. Bon, c'est un peu à la marge, mais des fois quand on a un doute et qu'on veut pas aller sur le terrain, il y a le plugin Street View dans QGIS qui est bien pratique. Tout ça, c'est un peu des arguments pour utiliser QGIS en saisie. Je sais qu'il y a d'autres outils pour saisir des adresses, mais c'est vrai que les petits plus dans QGIS sont sympas, quoi. Alors, je vais finir par les limites un peu de ce qu'on a fait à la collectivité. Donc en fait, la saisie dans QGIS c'est pratique, mais l'inconvénient c'est qu'il faut avoir des postes QGIS qui soient connectés en direct à la base Postgre. Donc ça, en gros, on n'a qu'une commune, c'est la plus grosse commune de la métropole, c'est Clermont-Ferrand qui y accède. Les autres communes ne peuvent pas saisir en QGIS pour des raisons d'infrastructure réseau. Donc ça peut être une limitation. On n'a pas un outil web de saisie pour les communes. Bon, après, de toute façon, elles n'ont pas énormément de ressources pour le faire, donc elles préfèrent nous redonner leurs documents d'adressage et nous, on les saisit en interne. On n'a pas, donc ce que je disais, trop la culture du logiciel libre à la métropole. Donc ça, c'est un petit peu un inconvénient. Donc le plugin n'est pas prévu au départ pour être redistribué sous forme de logiciel libre. Donc ça, c'est peut-être une erreur qu'on a fait au départ. Bon, ceci dit, après, ce que je disais, rien ne nous empêche s'il y a une collectivité qui est intéressée, d'échanger avec elle et de redistribuer le plugin, voire même de passer par un prestataire pour le rendre accessible à plus de monde s'il y a une utilité. Et après, au niveau des évolutions, il y a peut-être un jour une norme qui va sortir sur le référentiel de voie, parce que là, la base adresse localisée, c'est que sur les numéros de voie, donc les ponctuels. Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir aussi un référentiel national sur les voies. Et il y aura peut-être, s'il y a une norme qui existe, du coup, comme nous, on saisit déjà notre référentiel de voie, il y aura peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Voilà, et puis peut-être qu'après, on peut faire évoluer le plugin, comme je disais, pour exporter les voies. Voilà, j'ai fini cette présentation rapide. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, ça sera en direct. Merci à tiens, Fils de France, c'est intéressant. Merci Hervé. Est-ce que Jérémy, Hervé et Théo, vous pouvez me rejoindre sur l'estrade, s'il vous plaît, pour répondre aux questions? Et j'arrive pas à enlever le partage. Ah, ça y est, non. Est-ce qu'on voit toujours la vidéo? Vous êtes comme moi ou? Ouais. Pour la vidéo, toujours la vidéo. Non, on la voit toujours. Ça a changé. Bon. Il y a quelqu'un qui m'a switché, mais c'est bien. Du coup, on a pas mal de questions. Merci, je trouve top. Alors, on est un peu, petit peu mais on va quand même prendre les questions. Voilà. Et je trouve ça cool aussi d'un point de vue du comité de programme. Petite mention quand même de remerciement. C'est bien d'avoir vu que tu as posé les deux présentations sur un sujet comme l'adresse avec les dimensions base adresse locale, articulation aussi avec la base adresse nationale et les dynamiques qui sont assez fortes autour de ce sujet depuis quelques années déjà, enfin quelques temps. Et là, on a deux belles illustrations en termes de collectivité. Alors, il y a pas mal de questions. Je vais essayer d'alterner. Alors, je crois qu'Hervé, tu as essayé de faire le live answer, de répondre en live. Ouais, un peu, ouais. J'en ai profité du coup, lâchement. Par Théo et Jérémy. Donc, il y a Arnaud Henry qui travaille au département du 64, il me semble, pour lui avoir parlé hier. Et il y a quelques temps, quand j'étais dans une autre vie professionnelle, dans quel cadre intervenez-vous auprès des communes pour l'adressage, puisque la compétence est communale? S'agit-il de l'ingénierie publique envers les communes?
Donc pour répondre à la question, en effet, il y a Calvados Ingénierie en fait qui est vraiment une structure d'ingénierie publique. Et donc en fait, il y a les collectivités, donc communes, mais aussi EPCI, peuvent se rapprocher en fait de Calvados Ingénierie sur différentes thématiques. Et donc sur le SIG, notamment, il y a la partie adressage, il y a la partie DECI, et alors ça s'est un peu arrêté maintenant, mais fut un temps, il y avait aussi la partie documents d'urbanisme dans le cadre de la numérisation et de la mise en ligne sur le géoportail de l'urbanisme. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement technique en fait qui est proposé aux communes et aux EPCI et qui est totalement gratuit. Ok. Et il y a eu une question un peu technique apparemment pour le grand public. Dans l'interface Carto, vous utilisez Leaflet et pas l'ISMAP. Ah, juste, en fait, ce que j'appelle grand public, c'est que sur le site, donc sur calvados.fr, donc le site, vraiment le site web du département, il y a des cartos qui sont proposés sur différentes thématiques. Et ces cartos-là, en fait, elles sont produites avec Leaflet. Donc, on n'est pas du tout sur le portail, en fait, l'ISMAP. On est vraiment sur des cartos, des petites cartos qui sont encapsulés via des iframes, en fait, dans la page web. Et ça, c'est du Leaflet. D'accord. Et sur la gestion des accès nécessaires, sur l'ISMAP, c'est quoi? C'est connecté. Alors, l'ISMAP, il y a Étienne Trimaille qui répond que ça supporte les différents protocoles d'annuaire. Vous, c'est lequel? C'est un Active Directory, c'est un LDAP? Nous, on a LDAP, on a les deux en fait. On a une double gestion des users. Nos users internes en fait sont dans l'annuaire de la collectivité. Enfin, c'est un annuaire LDAP en fait, avec une gestion de groupe et de droits. Et pour les collectivités, c'est des users externes qui sont stockés dans la base Postgre. Et donc du coup là, en termes de gestion, on a une gestion de groupe qui porte le C de la collectivité. Et après, avec QGIS, on peut s'amuser en fait à donner des droits en fonction du code INSEE. Et typiquement, par exemple, une copine qui appartient à un groupe sur le 14118. Le 14118 ne pourra saisir que sur la commune de Caen. Et donc, il ne pourra pas saisir des données hors de son périmètre communal. Ok, d'accord. Et donc, par contre, c'est le projet d'adressage l'ISMAP pour une commune, il se crée pas dynamiquement. Enfin, quand j'arrive, il faut le faire entre guillemets à la mano. Enfin, vous créez un projet à chaque fois par commune ou par ensemble Non, il y a un projet unique pour l'ensemble du territoire. D'accord. Et après, c'est plutôt dans la gestion d'accès, en fait, on voit ou pas. Exactement. C'est-à-dire qu'une commune nous demande un accès et du coup, on lui spécifie des droits d'accès via un groupe dans l'ISMAP et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Mais il n'y a pas un projet QGS par commune, hein, c'est un projet unique pour l'ensemble du département. Ok, donc en termes de maintenabilité, c'est plutôt bien. D'accord. Alors après, il y a des questions un petit peu plus techniques, mais qui ont déjà été répondues. Vous pourrez peut-être aller voir si vous voulez. Hervé, toi, merci pour ta présentation. Il me semble qu'on me fait remarquer que tu n'avais pas de lunettes dans la vidéo. Si, sinon j'aurais pas réussi à la faire. Et voilà, est-ce que du coup le plugin, tu as parlé, alors moi c'est une question que j'ai, tu parles à la fin, on a prévu tout de suite de le mettre en open source, etc. Est-ce que c'est pas un peu contraire aux lois d'open data sur les ressources logicielles créées dans le cadre d'une mission de service public? Et du coup, qu'est-ce qui vous empêche de le publier? Alors en fait, on pourrait tout à fait le publier. Simplement, c'est plus, moi, ça me poserait pas de souci. C'est juste que il faut qu'on le maintienne et c'est vis-à-vis des utilisateurs, parce que nous, on l'adapte un peu à nos besoins. Alors le plugin adresse. Après, l'autre plugin que j'ai présenté, on pourrait le mettre. Il est déjà partagé de toute façon. Il est sur GitHub, donc il est déjà en open. C'est juste que moi, si je le publie dans le dépôt, faut que je m'engage quand même à le mettre à jour régulièrement, quoi. Alors que j'ai pas forcément le temps. Ouais, alors je comprends la dynamique, mais c'est marrant, c'est un frein intéressant, on le rencontre souvent. Tu peux très bien préciser aussi, souvent tu as même des licences ou des choses qui disent c'est dans les licences open source qui précisent c'est à utiliser comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a écoute, je l'ouvre, si tu t'ennuies, tu peux lire le code ou l'améliorer, etc., si tu as envie, etc. Mais tu ne prends pas forcément de responsabilité de ça. Après, effectivement, tu peux avoir cet enjeu, toi, de créer, tu vois, qu'il y ait une dynamique autour de ça. Comme je crois qu'il y a autour du plugin adresse de 3Lise, je crois qu'il y avait, voilà, c'est lié à un éditeur open source et il y a une dynamique autour qui est en train de se créer, non, Jérémy ou Théo? Vous savez si vous avez d'autres collectivités qui utilisent ce plugin? On a des échanges, oui, avec d'autres collectivités. Après, leurs usages au quotidien, je ne les connais pas précisément.
En tout cas, je sais qu'on a échangé avec pas mal de collectivités sur le sujet. Ouais. D'accord. Et du coup, bon, et après, il y a des questions, Hervé, sur pourquoi avoir créé un plugin et pas un algo dans la toolbox de QGIS, mais je pense que c'est des choix de. Bah, c'est parce qu'avant, c'est vrai que maintenant, ça fait partie des bonnes pratiques d'utiliser la toolbox. À l'époque, enfin moi, j'en avais pas trop entendu parler. On s'est fait un peu, on a développé un peu comme on a pu sur le tas et dans l'urgence, hein, parce qu'il fallait qu'on migre rapidement d'une solution propriétaire, en fait. Donc, on n'a pas forcément fait des choix qui aujourd'hui seraient les nôtres, quoi. Oui, après, on fait pas forcément toujours les. Enfin, tu vois, c'est pas non plus. Voilà, pour. Effectivement, donc c'est Rémi Bovard, hein, toujours lui, qui pose cette question. Effectivement, techniquement, aujourd'hui, on utilise plus les processing, pardon, les traitements dans la boîte à outils de traitement de QGIS, parce que il n'y a pas trop besoin de faire l'interface. Et potentiellement, on peut le chaîner dans le modeleur graphique, des choses comme ça. Et on peut le lancer en ligne de commande sans que l'ordinateur n'ait à supporter du coup le poids de l'interface graphique de QGIS. Donc, enfin voilà, pour répondre à l'assistance, ça a des avantages sur ça. Et je crois que d'ailleurs le plugin adresse du CD14 utilise beaucoup ça, notamment pour créer la structure de la base, etc. C'est ça. Du coup, est-ce que vous avez expérimenté le bon tag pour suivre OSM et vos bases? Et sinon, qu'est-ce que vous utilisez comme technique pour suivre ça, Hervé? Alors nous, on fait ça. Moi, je suis contributeur OSM. Un peu, je l'ai fait un peu de ma propre initiative au départ. Et en fait, là, ça va peut-être un peu plus se structurer. On va rencontrer d'autres contributeurs OSM vendredi prochain. On n'utilise pas le bon tag, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore une grosse expérience sur OSM, donc ça peut être l'occasion d'évoluer, de s'améliorer. D'accord. Et après, il y avait une demande quel retour vous avez concernant QWC2, enfin QGIS Web Client 2, qui était mentionné déjà par Paul ce matin, qui est l'un des 3 clients principaux sur QGIS Server. Eh ben, on avait assisté à une super démo de QGIS Web Client il y a quelques années. En fait, on avait été vraiment séduits, donc on a voulu le tester. Et en fait, on s'en sert régulièrement en production pour tout ce qui est, c'est bien précis comme besoin, c'est la consultation des réseaux, éclairage, eau, signalisation lumineuse. En fait, on a une copie de notre base qui est répliquée sur un serveur hébergé. On héberge QGIS Web Client sur un serveur Docker. On a suivi quelques tutos, puis on a été en lien avec Oslandia à ce sujet. Et en fait, on en est très content. Enfin, les utilisateurs, ils s'en servent régulièrement. Après, c'est aussi des solutions qui demandent un peu de compétences techniques. Là, il y a un de nos collaborateurs qui nous a quittés, qui était bien à fond sur le logiciel libre. Donc, la pérennité de ces solutions-là, elle n'est pas encore garantie, mais d'un point de vue technique et satisfaction des utilisateurs, ça donne satisfaction. Ouais. Et vous trois, un peu. D'une démo, hein. Excuse-moi, j'avais pas. Et du coup, pour élargir un peu au-delà des outils, ce sera la dernière question avant de libérer tout le monde, ceux qui sont en train de grignoter leur clavier. Il y a toujours des miettes entre la touche E et espace. Du coup, c'est quoi le temps au-delà de l'outil, le temps d'animation autour de l'adressage, autour de toute cette dynamique-là, à peu près vous consacrez sur une fiche enfin, tu vois, en termes de temps de travail, sur un mois ou sur plusieurs mois ou sur une année? Est-ce qu'il y a pas mal d'animations, j'imagine, non, autour de la thématique? Au-delà juste, enfin, il y a la formation d'outils, pousser le truc, faire vérification, ça prend combien de temps à peu près? Alors juste, moi, pour répondre sur le département de Calvados, il y a 528 communes, et donc, comme tu l'as dit, c'est une compétence communale. Et donc, il y a un agent dédié, en fait, qui est Clément Bellettre, en l'occurrence, et qui dialogue en permanence, en fait, avec les communes, pour les inviter à la production de leur base adresse locale, et deux, ensuite, de la déposer sur adresse.data.gouv.fr. Mais donc, à la fois la sensibilisation, en fait, sur la thématique, et ensuite l'accompagnement technique pour voilà, rentrer dans les outils, comment on saisit, c'est quoi la norme, enfin, quelles sont les normes autour de l'adressage, même si on a implémenté plein de normes dans l'outil, il reste nécessaire en fait de les sensibiliser et de leur expliquer les bonnes pratiques. Et donc ça, Clément, c'est un job à plein temps en fait, puisqu'en fait il échange avec toutes les collectivités du Calvados. Aujourd'hui, on a 200 collectivités engagées dans le dans le processus de normalisation. Et donc, c'est un temps fou en fait, parce que au quotidien, nombreux maires, nombreux conseillers municipaux, nombreux secrétaires de mairie le contactent, et pour le coup, ça nécessite d'être disponible en permanence. Et si on prévoit pas un ETP dédié à ça, c'est compliqué en fait. C'est ça, donc il faut prévoir. Tu parlais aussi, Hervé, toi, de ressources humaines d'un point de vue technique. Vous, c'est
aussi également sur l'animation, sur ces choses comme ça. Oui, on a moins de communes, mais bon, c'est plus urbain et c'est vrai qu'il faut relancer les communes. Il y a des communes qui nous communiquent bien leurs adresses, d'autres, faut faire de la pédagogie. Nous, on est en début, on est en train de leur signer une convention avec elles. C'est compliqué au niveau administratif, c'est long. Donc, ça demande, là, c'est plus du temps technique sur QGIS, c'est de l'administratif et de l'animation, quoi. C'est un autre métier, mais ça prend du temps, ouais. Ok. Théo, toi aussi, tu as fait de l'animation un peu sur ça avec, est-ce que tu as rencontré des humains sur l'adressage ou est-ce que tu les premiers mois où je suis arrivé au département, je travaillais avec Clément hein, sur la gestion de projet adressage. Hein. Je suis descendu pas mal en collectivité, mais là, je suis passé plutôt du côté base de données et développement QGIS. Mais ouais, ouais, j'ai touché un peu. Bon, mais très bien. Merci à vous trois pour ces présentations. C'était vraiment super. Merci aux gens qui vous ont adressé leurs questions. Et puis, c'est le moment de se souhaiter bon appétit. Voilà. Bon, je crois que c'est bien. Et puis, on se retrouve exactement dans, ouais, on va dire, allez, dans 1h30. Quelque chose comme ça. À tout 1h30, parce que je serai à la bourre. Dans 1h10. Voilà. À 14h, et puis profiter de la pause. Voilà. Un peu avant, et justement, j'aimerais toujours pareil. Alors, j'essaye encore de partager mon écran, mais je pense que je n'y arriverai pas. Pensez au questionnaire sur tout ce qui est la quête de la parité. Vraiment, il prend 5 minutes. Voilà, c'est vraiment, vraiment important pour la dynamique. Un bon appétit à tout le monde, et puis à tout à l'heure, 13h58. Merci. Merci Julien, merci Hervé. Merci tout le monde.